t'as tout ce que tu veux. Donc, bonjour ou rebonjour. Je vous demande juste encore un petit instant, une petite, voilà, un tout petit truc que j'ai oublié de faire. Alors, j'espère que le son est pas trop fort. J'espère qu'en tout cas vous m'entendez suffisamment bien. Je vais baisser encore un petit peu le son de la musique. Et puis on va regarder ça. Donc là en fait on a simplement le corps, d'accord, de l'échangeur thermique, sur lequel va venir se poser en fait l'élément type Webasto chauffage diesel chinois, pas cher. Donc pour ça il a fallu que je réalise mon échangeur de manière à pouvoir y poser dessus le dispositif. Donc je ne l'ai pas réalisé comme ça, mais en tout cas je l'ai pensé comme ça. Et puis j'ai eu une petite idée en cours de route où j'ai fait une modification sur le positionnement notamment du chauffage diesel. Et vous allez comprendre ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait cette modification et comment je l'ai faite. Donc là les traces, ce que vous voyez en noir notamment, c'est ça. Que j'ai placé par-dessus les soudures et par-dessus certains éléments pour voir, enfin sur certains éléments déjà pour voir comment ça adhérait. Alors c'est une sorte de mastic réfractaire, pyrofeu, tenue 1200 degrés, montage et réparation d'appareils de chauffage. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'apparemment certains types de matériaux, notamment la fonte, donc là je me suis expérimenté là-dessus, mais bon, pas vraiment de la fonte, hein, c'est même pas du tout de la fonte, c'est de l'acier. En fait, ce sont deux extincteurs de 2 kg, deux extincteurs qu'on appelle ça CO2, de 2 ou 5 kg, je sais plus. Voilà, tout simplement recyclés, hein, j'ai coupé, je les ai coupés, puis je les ai mis à la même taille, tout simplement. Voilà. Donc j'ai utilisé ça en fait en dilution avec un petit peu d'eau, et puis j'ai commencé à l'appliquer en fait sur les zones où je voulais appliquer ce mastic. Et une fois que la première couche un peu liquide a fini par prendre, à se coller sur le métal, j'ai commencé à appliquer ce mastic avec le doigt tout simplement, hein, en venant bien l'étaler partout. Et ça fait une espèce de petite couche comme ça assez rugueuse. Alors l'objectif de ça en définitive, c'était déjà de voir si je pouvais faire adhérer ce produit sur la surface, d'accord, du métal. Et l'autre raison en fait, c'est que je vais me servir ce mastic en fait pour faire adhérer dessus de la merde, j'ai perdu le nom. Je suis un peu fatigué, il est tard. Enfin, il est tôt. Enfin, il est tôt tarato. De la vermiculite. Voilà, j'ai acheté de la vermiculite là dans un, on appelle ça, un truc là qui vend des plantes là, un herboriste ou je sais pas quoi là, un truc qui vend des plantes quoi. Bref, donc j'ai acheté de la vermiculite. Et ce que je compte faire en fait, c'est utiliser ce mastic en fait comme une sorte de colle. C'est appliquer une première couche et venir appliquer de la vermiculite par-dessus pour former une première couche plutôt homogène, enfin le plus homogène possible, sur l'ensemble de la surface des tubes. Voilà, ça c'est la première chose. Enfin non, ça sera la deuxième parce que la première chose que je vais faire, c'est à l'intérieur, à certains endroits déjà, placer en fait des plaques de matériel réfractaire, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est bien de faire un live et de plus avoir le nom de ce qu'on veut utiliser. C'est blanc, enfin voilà, on s'en sert pour faire de la soudure à haute température. Ça a une très bonne tenue en haute température. Je m'en sers notamment par exemple pour la plaque pour refaire les PCB ou ce genre de trucs. C'est des plaques d'isolant thermique. Malheureusement, j'ai comme dans l'idée que c'est pas très souple et donc ça a une tendance à casser. Mais je vais voir si j'arrive à leur donner une courbure suffisante en fait pour que les gaz d'échappement, lorsqu'ils arrivent, ne frappent pas directement l'intérieur du tube, mais rentrent en contact avec cette matière de façon à pas abîmer le métal en fait. Parce que je pense qu'avec le temps, les gaz chauds
vont finir par détériorer plus rapidement le métal, notamment en sortie du chauffage diesel. Donc là, cette zone-là, je pense que je vais la protéger tout particulièrement à l'intérieur sur 15-20 cm à peu près, de façon à ce que cet effet d'usure prématurée et d'échauffement plus intense sur cette zone-là, soit diminué. Voilà, ça c'est la première chose. Après, il y aura ici donc les ouvertures. Voilà, alors, je sais pas si la caméra fait bien sa mise au point. Donc ici, il y a un certain nombre de vis, je crois 16 vis par fermeture. Donc là, je vais employer des vis relativement petites, hein. Je n'ai pas besoin de prendre des vis extraordinairement grosses. Il faudra juste que je fasse des paliers, des étanchéifications, ici des joints, pardon, avant de venir poser mes plaques, et les serrer, les visser. Alors pour être sûr que l'ensemble soit cohérent, ce que j'ai fait, c'est que toutes mes plaques en fait ont été passées à la table, on appelle ça à indexer. Comme ça que j'ai fait mes trous, hein, tout simplement. Je les ai pas superposés, ce qui fait que chaque disque est un tout petit peu différent parce qu'il y a eu mes disques n'étaient pas tout à fait bien ronds au départ. Donc du coup, il a fallu que je fasse 2-3 rattrapages. Enfin bon, bref, puis à bout d'un moment, j'ai touché la molette, donc je m'étais déplacé dans un axe. Donc bref, pour m'assurer que chaque couvercle correspond bien à chaque entrée de chaque tube, j'ai effectué des repères ici, des encoches, en découpant et le couvercle et le support, donc à l'arrière. Voilà, donc là par exemple, on voit 2 encoches rapprochées. Voilà. Ici, on voit 3 encoches rapprochées et de l'autre côté, c'est à peu près pareil. Sauf que on voit des encoches qui sont faites beaucoup plus espacées ici. Et ici, notamment, il y en a 2 avec une 3e ici. Voilà. Donc, il n'y a quasiment aucun risque de se tromper. Au pire, si je voulais vraiment jouer les chieurs, jouer les perfectionnistes, ce que je sais très bien faire d'ailleurs, ce serait ici de mettre à chaque fois une petite tige en métal que je souderais sur l'arrière du support, de façon à ce que lorsqu'on vienne présenter le couvercle, chacune des tiges en fait serve de détrompeur, et donc chacun des couvercles trouverait sa place. Mais bon, étant donné que ce ne sont pas des couvercles qui sont amenés à être ouverts tous les matins et tous les soirs, j'ai envie de dire, ça serait un peu superflu, d'autant plus que je suis le seul en fait à y accéder. Hein. Mais bon, c'était juste pour le principe, pour le fun et pour éventuellement donner des idées aux autres quand ils bricolent, quoi. Voilà. Donc vous constatez notamment un truc qui est sympa, enfin qui est relativement logique, hein. C'est que les gaz d'échappement qui sortent du chauffage diesel en fait entrent par cet orifice, d'accord. Et regardez bien la position de cet orifice en fait qui est excentré, d'accord, par rapport à l'axe du tube. On voit bien qu'ici c'est excentré et que les gaz en rentrant ici vont forcer un vortex ici à se créer, d'accord. Et si on suit la nature de ce vortex, d'accord, son mouvement, ok, on s'aperçoit que son mouvement se termine notamment sur cette zone de tube, sur ce petit tube de raccord, d'accord, qui est positionné exactement dans l'alignement de la rotation des gaz, d'accord. Ce qui fait que les gaz continuent leur chemin en étant freinés certes par les frottements, d'accord, mais en conservant une certaine dynamique de rotation, ce qui permet aux gaz d'avoir un écoulement plus fluide en fait. Lorsque les gaz ont tendance à prendre une rotation sur eux-mêmes, dans un tube notamment, on peut les faire circuler un petit peu plus rapidement que s'ils sont simplement orientés dans un sens. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, surtout dans des cavités comme ça. Bref. Donc mes gaz arrivent ici et vont refaire exactement le même cycle, d'accord, de spirale. Et ces spirales, en fin de parcours, arrivent ici et très logiquement, en fait, elles ressortent ici. Voilà. Donc, entre-temps, elles auront parcouru tout cet espace qui sera à la base, enfin, qui sera rempli, non pas à la base, mais qui sera rempli notamment par un tube. Enfin, un tube, c'est pas un tube, hein, c'est carrément un rond de fer, hein, c'est pas un tube du tout, d'accord, qui sera placé en son centre, maintenu ici par 2 ailettes. Voilà. Donc ce sont les découpes qui ont servi à faire les couvercles
enfin les supports, pardon, de l'autre côté. Voilà. Donc ces éléments en fait vont venir ici, d'accord, seront repercés, d'accord, au diamètre du rond de fer, et simplement des petites pointes seront dessinées sur le pourtour en fait du cercle, de façon à ce qu'il y ait le moins de contact possible, enfin, ouais, de manière à diminuer le nombre de contacts, en tout cas entre cette plaque et ce tube. Cette plaque sera fixée par l'intérieur, notamment au support qui est ici. Donc là, ça devient un petit peu chaud, mais bon, voilà, c'est la règle du jeu, j'ai envie de te dire. C'est que cette plaque-là sera isolée de celle-ci, mais l'ensemble doit pouvoir maintenir ce tube qui fait quand même bien son poids. Il doit faire dans les 2,5 kg à peu près. Donc ça a l'air de rien, mais 2,5 kg sous cette forme-là et en masse inerte, dès qu'il y a des mouvements latéraux ou quoi aux caisses, ça engendre de grandes forces quand même. Donc bref, donc ici et de l'autre côté, chacun de mes deux tubes, d'accord. L'objectif étant ici de récupérer un petit peu de chaleur, d'accord, d'accumuler un peu de chaleur dans cette zone-là, enfin sur ce rond de fer, excusez-moi, je trouve pas mes mots, et de pouvoir la restituer lorsque le dispositif de chauffage notamment s'arrêtera, récupérer un maximum de calories. Et pour ce faire, il y aura des serpentins en cuivre à l'intérieur de chacun de ces deux tubes, et notamment un serpentin ici qui viendra dans un premier temps circuler autour, vraiment tout contre le tube, et sa continuité en fait, elle refera l'inverse mais légèrement espacée du tube, tout en suivant le sens de rotation des gaz. C'est-à-dire que en gros, les deux tubes qui vont venir ici vont prendre une forme double. À un moment, il va y avoir un anneau, d'accord, de façon à ce que mes gaz, lorsqu'ils rentrent dedans, suivent exactement le même parcours que la spirale de cuivre, de son entrée jusqu'à la sortie. Là, je me tâte encore à savoir si je place exactement le même dispositif, d'accord, avec un rond de fer, ou si c'est simplement une spirale de cuivre qui viendra récupérer les derniers gaz chauds sur sa sortie. En plus de ça, donc lorsque le dispositif est là, je vais le mettre en place pour vous montrer comment ça se présente, comment ça rend. D'accord. Alors avant de le mettre en place, il a fallu que je fabrique une pièce en aluminium, rapide, qui est je sais plus où. J'aimerais vous montrer parce que sinon je peux. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'est la pièce que j'ai réalisée en fait comme adaptateur, si on peut dire ça, adaptateur. Voilà. Donc cette pièce, elle est conçue de telle façon. Voilà, je sais pas si on voit bien là, mais j'espère que la caméra fait une mise au point. On voit ici qu'il y a, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, bref, il y a une différence de diamètre, en tout cas, pour ce qui est de la sortie des gaz, d'accord, et ce qui va rentrer ici dans l'échangeur thermique. En sachant que le diamètre de ce tube-là est légèrement plus gros que la sortie des gaz qui vient s'insérer ici. D'accord, donc il n'y aura pas de frein, ici au gaz, si ce n'est les micro-turbulences qui vont se former dues à la différence de diamètre entre ce tube-là, d'accord, et ma sortie de gaz. Mais ça, c'est inhérent, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on change de diamètre, il se produit nécessairement quelque chose. Donc, quand le diamètre se rétrécit, c'est pareil, il y a d'autres contraintes qui apparaissent. Mais là, il y a des micro-turbulences qui vont se former, une sorte de... Voilà. Ça va ralentir un tout petit peu mes gaz. C'est la raison que l'ensemble est plutôt biseauté à certains endroits, ou avec des arêtes bien droites à d'autres, d'accord, de façon à ce que les fluides s'écoulent le plus simplement possible, enfin, fluide, les gaz, quoi. Alors cette pièce vient s'insérer presque pile dans celle-ci. Par contre, les différentes strates là que j'ai fait, excusez-moi, je perds mes mots, je suis un peu fatigué, vraiment un peu fatigué. Ici, en fait, on différentes diamètres de façon à ce que lorsque la pièce vient se présenter, en forçant un tout petit peu, voilà, j'ai presque un scellement là, c'est presque scellé. Voilà. Donc mon adaptateur est en place. Maintenant, je vais venir présenter ici le chauffage diesel.
Donc j'ai décidé de changer son sens d'orientation parce qu'au départ, j'avais décidé de le positionner comme ceci. Avec ici ma sortie, mon entrée de gaz, enfin mon entrée d'air, pardon, voilà, juste ici. Et puis en définitive, à force de cogiter, de regarder et de chercher à diminuer la place, de réduire les volumes, je me suis rendu compte que en jouant un petit peu, en étant un petit peu joueur, je pouvais carrément mettre le dispositif comme ceci, tout simplement, avec une contrainte. Voilà. Faut encore mettre les vis. Alors c'est curieux, hein, mais pour maintenir ce dispositif, ce sont des vis qu'on va venir placer sur le dessus. Voilà. Et c'est en les serrant que le dispositif va venir écraser ici le raccord que j'ai fabriqué, d'accord, et va créer une partie de l'étanchéité. Alors pour m'assurer que ce soit quand même bien étanche et que la serre ne se remplisse pas, même très légèrement, d'un petit peu de fumée qui pourrait être toxique pour moi, pas pour mes plantes, curieusement, enfin pas curieusement, mais tant mieux pour elles. Hein. Ceci dit, j'ai pas tellement envie d'avoir l'atmosphère de la serre polluée par les vapeurs de diesel, brûlées ou mal brûlées, ou même bien brûlées dans tous les cas. Surtout que je vais, enfin, remarque que ça risque de sentir la frite, hein, parce que le diesel, c'est du diesel que je vais fabriquer moi-même, donc voilà. Ça sera du biodiesel. Mais voilà, donc l'ensemble se présente sous cette forme. Et il conserve donc sa fonction de chauffage à air, hein, c'est-à-dire que en définitive l'air rentre d'un côté et ressort chaud de l'autre. Mais plutôt que d'envoyer les gaz chauds vers l'extérieur, sans récupérer la moindre calorie, ce que je trouve vraiment dommage en définitive, je vais récupérer le plus de calories que je peux, en tout cas avec ce dispositif, et je vais stocker ces calories sous la forme d'eau chaude, donc dans le réservoir d'eau chaude, d'eau qui fait à peu près 300 litres. Voilà. Et pour ce qui sera de la température, je pense que je devrais assez facilement pouvoir la monter assez facilement aux alentours de 60, 65, 70 degrés, je pense, ce qui me fera une réserve d'énergie sous forme calorifique à pouvoir dissiper dans la serre par la suite progressivement. Alors cette réserve d'énergie, elle fonctionne déjà. Hein. Elle fonctionne déjà, mais au solaire. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas besoin de ce dispositif. J'ai pris trop de retard. J'ai envie de dire, à la rigueur, il va peut-être me servir si j'arrive à le terminer à temps sur les derniers jours d'avril pour compenser en mai, être sûr que toutes les soirées de mai, la température de la serre ne descende jamais en dessous de 20 degrés, par exemple, pour être sûr de maximiser l'évolution de mes plantes pour le début de la bonne saison, quoi, de la grande saison. Mais j'ai envie de dire, ça serait presque superflu, parce qu'aujourd'hui, avec le solaire, j'arrive très bien à compenser les nuits, ne serait-ce que par la présence de cette cuve dans la serre, qui diffuse très légèrement. Je conserve toujours 2,5 degrés à peu près de différence avec l'extérieur. Et plus cette température diminue lorsqu'il fait beau, parce que les jours là sont beaux, plus cette différence est marquée en fait. C'est assez bizarre, c'est pas linéaire en fait, c'est pas systématiquement 2 degrés. Si la température chute par exemple, il fait 14 degrés à l'extérieur, et ben il fera 16,2 degrés dans la serre. Par contre, s'il fait d'un seul coup 8 degrés, d'accord, et ben il fera 14,5 degrés dans la serre. Et ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que la température de la serre descende vraiment trop bas, et là ça s'inverse complètement. C'est-à-dire que, enfin ça s'inverse. Il y a effectivement une réduction significative des différences de température interne et externe, mais ça c'est dû, j'ai envie de dire, à l'isolation des polycarbonates que j'ai en place, qui commence à être un peu vieux et à être certains se cassent, sont troués, donc voilà. Donc dans l'ensemble, ça donne à peu près ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas s'il y aura des questions de si bon matin. Ensuite de ça, alors oui, du coup, il a fallu que je résolve un souci, c'est celui de l'arrivée d'air. Et dans le même temps, je me disais, c'est quand même sacrément dommage d'avoir des parois comme ça qui vont chauffer,
d'accord, et de ne rien en faire non plus, enfin que cette chaleur risque d'être perdue. Donc l'isolation dont je parlais tout à l'heure, notamment avec la fameuse résine, là, je sais plus où elle est là, et la perlite là, ou le vermiculite, il y aura une petite exception, c'est notamment l'arrivée d'air, donc qui va se glisser en fait par l'entre-deux tubes et sera pratiquement collé à l'ensemble des deux tubes de façon à récupérer un petit peu de chaleur, notamment sur le petit trajet qui sera là avant d'arriver sur la partie chauffage. Voilà. Et le tube de gasoil qui vient alimenter pareil, lui fera certainement 2 ou 3 tours ici, aux alentours, dans ces alentours-là, 2-3 tours autour de ce tube pour récupérer de la chaleur et monter le gasoil en température avant de l'injecter notamment dans le brûleur. Voilà. Après, est-ce que ça sera vraiment efficace? Est-ce que ça servira vraiment à quelque chose? Bon, j'ai envie de dire un tout petit peu, mais là c'est plus pour le principe de réflexion, de récupération d'énergie. Alors le seul truc qui m'embête, c'est qu'en définitive, ce dispositif, je l'ai acheté quelque part peut-être un peu trop tôt, ou un peu trop tard, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai comme dans l'idée que ça pourrait être fait avec notamment un groupe électrogène, pas forcément très gros, un petit groupe électrogène, même s'il produit 12 ou 24 volts, j'ai envie de te dire. Pour la serre, c'est amplement suffisant, très petite cylindrée. Donc d'un côté, je produirais en fait l'électricité avec le gasoil, le biogasoil, et de l'autre, je récupérerais l'intégralité de la chaleur produite par ce moteur pour chauffer et la serre et l'eau de la cuve. Et l'électricité stockée servira à faire fonctionner les pompes, à faire fonctionner un certain nombre de trucs, même lorsque le groupe électrogène sera éteint. Or là, je ne produis que de la chaleur, quoi. Je ne produis que des calories, je ne produis que de la chaleur. Bon, je produis de la chaleur, l'air chaud et de l'eau chaude, mais donc en tout cas, je pense que ce dispositif, ça plaira certainement à tous ceux qui ont des caravanes, des camping-cars ou ce genre de trucs, et qui font des trucs, mais moi qui me semble complètement hallucinant, c'est de placer notamment en sortie d'air chaud ici un échangeur thermique. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas complètement stupide de récupérer l'air chaud de son chauffage à air chaud, d'accord, pour chauffer de l'eau. Ceci dit, c'est quand même un petit peu dommage de prendre une douche, d'accord, bien chaude, et de ne pas avoir l'air suffisamment chaud pour pas se cailler les miches quand tu sors ta douche bien chaude. Et encore si elle est bien chaude. Enfin, possible qu'elle soit bien chaude, hein. Ceci dit, là, avec ce dispositif, tu chauffes bien ton air, et je pense qu'à mon avis, tu chauffes bien ta douche aussi, hein. Parce que là, les gaz d'échappement, je sais pas, ils doivent tourner aux alentours de 200-250 degrés, je pense, facile. Donc il y a quand même pas mal de calories à récupérer là-dedans, quoi. Dans tous les cas, c'est vrai qu'avec un petit groupe électrogène diesel, bon, le problème c'est qu'il faut le rendre extrêmement silencieux, mais bon, ça reste faisable, j'ai envie de dire. Pour tout ce qui sera du silence. À partir du moment où ton moteur est refroidi à l'eau, en plus, c'est encore plus facile. La seule chose que tu as à faire passer, c'est des durites. Donc il n'y a pas des vents, il n'y a pas de système d'aération à avoir, si ce n'est pour alimenter ton moteur et pour la sortie des gaz d'échappement. Mais comme même les gaz d'échappement, le but du jeu, c'est de récupérer la chaleur que les gaz d'échappement ont encore en sortie de groupe électrogène, pour vraiment récupérer le maximum de calories et diminuer donc par là même le temps de fonctionnement du groupe électrogène. Oui, on peut faire chauffer l'eau plus rapidement. On peut éteindre le groupe électrogène prématurément, se contenter de faire tourner les pompes, et lorsque l'eau est redescendue en température, remettre le groupe électrogène. Ouais. Pour une durée plus courte, puisqu'on récupère beaucoup plus d'énergie en plus de l'énergie générée. Bon bref, je suis complètement crevé. Ah mais j'ai pas bu mon café. Voilà. Donc dans tous les cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un pouce, à mettre des commentaires, à mettre un like, à partager cette vidéo.
Et surtout, surtout à me poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, quoi. Mais des questions intéressantes, s'il vous plaît, parce que comment ça va, j'ai envie de dire. Ouais. Hein, voilà, voilà. Bon, je vais regarder voir s'il y a quand même 2-3 questions là sur le live. Et puis, au pire, s'il n'y a pas de questions, bah, je vais arrêter là. Et puis, je vous souhaiterai une bonne journée, en espérant que ça vous aura bien diverti, bien instruit, ou peu importe. Voilà. Ouais, c'est un boiler de camping-car, on peut dire ça comme ça. Bon, dans tous les cas, je vois qu'il n'y a pas de questions. Bah, je vous dis à la prochaine et de nouvelles aventures.